2600 pisciculteurs identifiés pour une production de 50 000 tonnes de la pêche et de l'aquaculture sur un besoin estimé à près de 400 000 tonnes par an. Pas encore de visibilité dans la recherche sur la question du changement climatique. Pas de financement bancaire parce que absence de schéma de financement, encadrement peu efficient du secteur de la pisciculture. Et pourtant, la Côte d'Ivoire s'est fixé un objectif, produire 200 000 tonnes de poissons à l'horizon 2020. Dans un contexte où les captures en matière de pêche sont en train de décliner, la pisciculture semble être l'alternative. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre émission Sciences et Technologies. 5e numéro de Sciences et Technologies porte sur la pisciculture, une des activités des ressources halieutiques. La pisciculture est à l'état embryonnaire. Il faut la développer par la recherche et par la vulgarisation de bonnes pratiques. Bonsoir, Monsieur Kwasi Adou. Vous êtes chef de la section production animale et halieutique à l'Agence nationale d'appui au développement rural ANADER. Et à vos côtés, le docteur Cyril Kwasi. Vous êtes chercheur hydrobiologiste, zooplanctonologue, aquaculteur, chef de programme pêche et aquaculture continentale au Centre national de recherche agronomique CNRA. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur Angoua. La nature a gâté la Côte d'Ivoire avec les cours d'eau. Pourtant, la pisciculture tarde à décoller. Pourquoi? Pour plusieurs raisons que nous qualifions de contraintes et que nous essayons de lever tout le temps, tous les jours, chaque fois que nous sommes au travail. Il s'agit des espèces piscicultivables, comme on dira, des espèces performantes, des souches performantes. Il s'agit des techniques adaptées à notre environnement. Il s'agit aussi de la technicité de nos pisciculteurs et de bien d'autres facteurs qui greffent un peu le développement de cette activité qui quand même a été introduite en Côte d'Ivoire depuis le milieu des années 50. Depuis les années 50. Des efforts ont été certes réalisés en construisant des stations de recherche, des stations de production d'alevins, mais dans le parcours, avec les différentes politiques qui ont été développées, des embûches ont été rencontrées et c'est ce qui fait la trame justement de nos travaux au quotidien. Monsieur Kwasi, pourquoi la Côte d'Ivoire tarde à décoller alors qu'on a des cours d'eau partout? Effectivement, la production aquacole et pisciculture, principalement en Côte d'Ivoire, a connu un démarrage depuis les années 50, comme le docteur l'a dit, mais beaucoup de facteurs militent aujourd'hui à ce que nous voyons comme résultat. Nous avons commencé par la pisciculture en milieu paysan. Ensuite, il y a eu des actions, des projets qui ont été montés au niveau régional pour pouvoir inciter les uns et les autres à entrer dans le domaine. Il y a eu donc une pisciculture qui est passée au stade extensif, à un niveau semi-intensif. Plus loin, plus tard après, il y a eu des grandes entreprises qui se sont installées parce que, ayant vu l'intérêt de cette activité-là, qui est économiquement, a été avérée économiquement rentable, des entreprises sont installées. Mais il faut dire que force est de constater que beaucoup de facteurs aujourd'hui sont dans ce domaine, constituent des freins pour permettre un vrai décollage de l'activité au plan national. Les ressources halieutiques sont des denrées importantes pour la Côte d'Ivoire en termes de sécurité alimentaire et de création d'emplois. Elles constituent la première source de protéines animales, soit 60% dans l'alimentation des Ivoiriens avec une consommation de 15 kg par habitant et par an. Je vous propose de suivre ce documentaire réalisé par la direction des fictions et documentaires. Face à la cherté de la viande et à la médiocre qualité des poissons fumés ou importés congelés, et vu la demande croissante en poissons dans de nombreux pays africains, dont la Côte d'Ivoire, notre pays a mis en œuvre depuis des années une politique pour l'élevage des poissons. La pisciculture offre un produit de grand intérêt pour les populations. Nous sommes ici sur la station de recherche en pêche et aquaculture continentale du CNRA. Il s'agit d'une station de recherche qui mène des activités
pour accompagner le développement des ressources halieutiques en Côte d'Ivoire. Nos activités portent également sur la pêche continentale, c'est-à-dire la pêche dans les fleuves, les lacs du pays. Il s'agit à ce niveau-là de collecter des informations scientifiques sur la ressource exploitée, sur les acteurs qui exploitent la ressource, sur les circuits de commercialisation de ce poisson-là, de sorte à apporter des informations aux gestionnaires de la pêche dans le pays. La recherche commence par les laboratoires, là où les chercheurs mettent au point les meilleures technologies pour la reproduction. Ici, il est question de la variété appelée Mimilago. Vous voyez actuellement en action des travaux de recherche sur une espèce, Mimilago, qui nous vient du lac de Tabo. Et nous voyons actuellement en action un jeune chercheur qui est en train de mesurer des diamètres ovocytaires des ovules de cette espèce-là prélevés sur le milieu naturel et au laboratoire examinés pour caractériser la reproduction de cette espèce-là dans son milieu naturel. Nous sommes ici dans notre laboratoire de cryoconservation et de gestion des ressources génétiques de poissons. Ce laboratoire recueille les ovules, la laitance des poissons, les conserve dans de l'azote liquide pour pouvoir les activer plus tard et les utiliser pour la reproduction des poissons. Dans l'appareil du labo, vous avez des microscopes de différentes puissances, n'est-ce pas, qui permettent de grossir les spermatozoïdes, les ovules des poissons, de sorte à bien regarder leurs caractéristiques avant utilisation pour la reproduction des espèces qui sont étudiées. Il est important de maîtriser le milieu dans lequel évolue le poisson. La connaissance du milieu d'élevage sur le plan physico-chimique, sur le plan biotique est très important. Ce poste de travail permet d'examiner l'eau, le milieu de vie du poisson. L'opérateur est actuellement en train d'examiner le plancton, c'est-à-dire la nourriture naturelle des poissons qui se trouve également dans l'eau. Ça nous permet de les quantifier, de les qualifier pour savoir exactement ce dont nos poissons ont à disposition dans le milieu dans lequel on les élève. La station du CNRA à Boaké dispose de plusieurs étangs piscicoles. Nous abordons maintenant la partie de la station qui abrite nos étangs piscicoles. La station en dispose un grand nombre, 80 au total, de différentes dimensions, allant de 50 mètres carrés à 1000 mètres carrés. C'est ce modèle qui a été vulgarisé en Côte d'Ivoire au moment du lancement de la pisciculture dans le pays. Sur ce site, vous avez nos bacs bétonnés qui sont également une structure d'élevage et que nous utilisons à améliorer les performances d'élevage du tilapia, la carpe. Une fois par mois, des vérifications sont effectuées sur les alevins quant à leur croissance. Vous êtes en train de voir une pêche de contrôle des alevins. Les alevins, ce sont les petits poissons, c'est-à-dire que nous avons récolté des alevins et une fois par mois, nous vérifions leur croissance. Donc nous les prenons, les alevins, nous les comptons individuellement. Nous les pesons. 314 alevins qui pèsent 459 grammes. Le poids moyen, ça fait 1,461 grammes. Nous
nettoyons la structure d'élevage et nous les ramenons dans cette structure d'élevage. L'alimentation du poisson est l'une des activités importantes des chercheurs du CNRA. Une partie de nos activités porte sur l'aliment qui est proposé aux pisciculteurs. Ainsi, sur ce lieu, nous avons les outils pour confectionner l'aliment selon les formules qui ont été proposées par les nutritionnistes de notre équipe. Je vous montre là un exemple d'aliment, le 3A, qui a été confectionné sur cette station pour accompagner le levage du tilapia en milieu rural. Partenaire privilégié du CNRA, l'ANADER encadre directement les pisciculteurs sur le terrain. Nous sommes sur la ferme piscicole de M. Bernard. Pour tous ceux qui veulent faire la pisciculture, s'adressent à l'ANADER. Et quand l'éventuel promoteur s'adresse à nous, nous partons d'abord voir son terrain, son site. Est-ce que le site est approprié à l'élevage de poissons? La profondeur par rapport à la digue est de 1 m 20 parce que il faut creuser de sorte que ça soit incliné pour faciliter l'écoulement du trop plein d'eau. Le minimum d'étangs qu'il faut 5 étangs pour un début. C'est-à-dire un étang de reproduction, un étang de prégrossissement et puis 3 étangs de grossissement. Ici, nous avons des alevins à prégrossissement dont le poids varie entre 20 à 30 grammes. La prochaine étape, c'est de sexer, de séparer les mâles qu'on met de côté. Le mâle grossit 2 fois plus vite que la femelle. Voilà comment c'est le mâle. C'est une femelle. La femelle, on ne la reconnaît pas sa forme. Elle est reconnue par sa forme. La forme. De haut en bas est mince. Et elle a une grosse tête. Elle a 2 orifices. C'est le mâle, il a un seul orifice. Les mâles grossissent plus vite que les femelles. Pareil, si on met des femelles entre les mâles ne vont pas permettre de grossir. Pareil, les femelles vont rester là toujours à monter sur les femelles. Donc ça cause qu'on les sépare. On peut faire 5% d'erreur. Quand on met des mâles, on pense qu'on a mis 100% de mâles, alors qu'il peut se glisser 1 ou 2 femelles. On va revenir à la reproduction. Donc, pour pallier à ça, on y met des prédateurs, c'est-à-dire des sidus, à hauteur de 5% de la population de ces poissons-là, qui mangent les alevins qui vont naître. Cela n'exclut pas qu'il y ait des maladies. Il y a ce qu'on appelle la nécrose qui est causée par les pourritures. S'il n'y a pas d'entretien, en tout cas, cela peut arriver. Donc, c'est pour cela qu'on demande aussi à nos fermiers de temps en temps de curer, de nettoyer, d'enlever les herbes. Et puis, de temps en temps aussi, de mettre la chaux vive. La chaux vive permet de tuer tout ce qu'il y a comme parasites, tout ce qui pourrait causer ces maladies-là. Ici, ce n'est pas une source d'eau qui coule, mais plutôt qui vient de la nappe phréatique. Et ici, le problème, c'est que quand on veut vider totalement l'eau, il faut utiliser la motopompe. C'est ça qui est un peu l'handicap. Sinon, là où l'eau coule, il suffit de fermer l'entrée d'eau, vous videz facilement et vous faites votre pêche. L'élevage de poissons nourrit véritablement son homme. Au terme de cette visite, il y a des points importants qu'il faut que le public retienne. La station piscicole du CNRA à Kongondé-Kourou-Ici-à-Boaké a servi de base au développement de l'aquaculture, de la pisciculture, on dira, surtout du tilapia, en Côte d'Ivoire et en Afrique. L'identification de l'espèce même, la création d'un aliment à vulgariser et les techniques d'élevage, de reproduction, de prégrossissement, de grossissement de ce poisson-là ont été mises au point ici et ont permis de lancer son élevage à travers le pays et en Afrique. Aujourd'hui, on ne peut plus se contenter seulement de cette espèce. Il y a d'autres poissons qui intéressent les consommateurs. Les travaux de recherche sont orientés vers ces espèces-là, comme le capitaine, comme le labéo, dans la perspective de les maîtriser et de les proposer en élevage à nos producteurs. Des résultats sont déjà disponibles en termes de reproduction de ces espèces-là et en termes de performance zootechnique. Les travaux sont pas achevés, nous les poursuivons pour, à terme,
proposer à nos producteurs les techniques qui conviennent aux productions de ces espèces-là. Sur le tilapia, les travaux continuent. Aujourd'hui, les producteurs nous demandent de leur proposer une autre souche à croissance rapide. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est autour de 1,5 g jour avec l'aliment moyen. Et les producteurs souhaiteraient avoir des tilapias qui peuvent faire 3 grammes jour, par exemple. Et c'est le travail d'amélioration génétique qui est en train d'être fait. La recherche avance et l'espoir existe. Gageons que dans pas très longtemps, le pays arrive à couvrir entièrement ses besoins en ressources halieutiques. Docteur, pouvez-vous situer la pisciculture par rapport à l'aquaculture pour que les téléspectateurs comprennent bien notre démarche? On parle de pisciculture pour qualifier l'élevage du poisson, spécifiquement. L'aquaculture est plus large. Il s'agit là de l'élevage ou de la culture de toutes sortes d'organismes aquatiques. Ça peut être des algues, des grenouilles, des langoustes par exemple, ou même des crocodiles. Tout ceci, tout ce qui est organisme aquatique et qui fait l'objet d'un élevage ou d'une culture, pour parler des algues par exemple, c'est de l'aquaculture. Qui peut investir ou bien qui peut faire la pisciculture et comment y investir? Et là, je m'adresse à M. Kwasi. Tout le monde peut faire de la pisciculture. En milieu paysan, les uns et les autres se sont investis. Aujourd'hui, vous et moi pouvons nous lancer dans la pisciculture à travers les éléments que nous avons issus de la recherche pour pouvoir mener cette activité-là de façon convenable. Avec quand même une formation. Avec quand même une formation, vous savez que quelle que soit la filière dans laquelle on s'engage, il est important d'avoir un minimum de connaissances, un minimum d'encadrement pour se donner le maximum de chances de réussir son activité. Alors docteur, vous qui êtes au cœur de cette production halieutique, il y a des soucis au plan technique. Quelle méthode pour son accroissement? La pisciculture en Côte d'Ivoire est essentiellement basée sur le tilapia. Oui. Hein, le tilapia qui est... Ce qu'on appelle carpe. Ce qu'on appelle à tort carpe, ce n'est pas son vrai nom. Pas son vrai nom, c'est le tilapia. Voilà, c'est le tilapia. Et c'est le poisson qu'on trouve dans les maquis, un peu partout, et qui constitue 90% de notre production. Alors, ce poisson-là, aujourd'hui, il y a une souche que nous utilisons, c'est la souche boaké, n'est-ce pas? Une souche, c'est, disons, une population qui a un potentiel génétique reconnu, qui a une origine. On dit souche boaké parce que ça a été créé sur la station de Boaké, n'est-ce pas? Et avec sa création, il y a un potentiel génétique qui caractérise cette souche-là. On le disait tout à l'heure dans l'élément, cette souche a fait ses preuves. Aujourd'hui, nous voulons aller plus loin. Nous voulons multiplier notre production par un facteur vraiment important. Il faut que nous arrivions aussi à mettre à la disposition de nos producteurs une souche meilleure à celle-là, n'est-ce pas? C'est pourquoi on fait des travaux d'amélioration génétique pour accroître ses performances. Dans ce sens-là, il faut dire que l'État est intervenu, et puisque ces dernières années, différentes souches ont été introduites venant de l'extérieur, n'est-ce pas? Et ces souches-là sont importantes, en ce sens que nous les évaluons dans notre environnement et on ne va pas vraiment continuer à aller chercher des souches à l'extérieur, mais cet acte a été posé pour répondre à un besoin pressant. Après la crise, il fallait relancer la pisciculture. Et ce besoin exprimé vraiment par les pisciculteurs, la recherche devait répondre. Et là, nous avons eu l'appui du gouvernement pendant que nous reconstituions nos stocks qui avaient été décimés, hein, il faut le dire. Et les souches introduites comme la souche brésilienne, comme la souche Akosombo qui est venue du Ghana et nos souches locales constituent un pool génétique que nous allons, je vais dire, mixer, brasser pour sortir une souche meilleure par rapport à ce que nous avons concernant la souche boaké. Il s'agit donc d'une contrainte de qualité biologique, qualité du matériel biologique à proposer aux producteurs. D'autres éléments sont à prendre en compte. Ce sont les techniques que nous déployons pour élever cette espèce-là. On a montré tout à l'heure un aliment qui a été mis au point dans les années 70 et 75 pour développer, pour accompagner la vulgarisation de la pisciculture en milieu rural. Mais aujourd'hui,
les pisciculteurs ont besoin de plus, de mieux que ça, d'un aliment plus performant que ce qui a été utilisé en son temps, le 3A. D'autres types d'aliments sont importés, sont sur le marché, qui sont d'un certain prix, hors de portée, quelquefois pour nos pisciculteurs moyens. Nous, recherche, nous devons faire l'effort en nous basant sur les éléments sous-produits, produits disponibles dans notre pays pour leur proposer une autre alternative et conserver ou améliorer les performances de ces poissons-là à partir de ces formules alimentaires que nous allons mettre à leur disposition. L'aliment accompagne bien les techniques élevées. Différentes techniques sont proposées. On a parlé de reproduction, de pré-grossissement, de grossissement, toujours concernant le tilapia. Mais pour chaque phase, il y a différentes manières de les appliquer et différentes structures d'élevage à utiliser. Cette diversité constitue vraiment des éléments à approfondir pour que le pisciculteur le plus petit ou le moyen qui sort d'une école et qui veut s'installer ait une panoplie de techniques, d'outils à sa disposition. Il pourra choisir avec l'aide de l'encadrement selon son site, selon sa source d'eau pour vraiment être performant dans sa production. M. Kwasi, vous qui êtes encadreur, il a bien dit, il n'y a pas que l'aliment, d'autres techniques, d'autres éléments plutôt pour l'accroissement. Effectivement, vous démarrez votre activité, je vais faire du poisson. C'est un site qu'il faut identifier qui sied à l'activité que vous voulez mener. Vous allez avoir donc le poisson qui correspond au milieu de culture. L'aliment accompagne. Il n'y a pas que ça. Et on l'a dit tout à l'heure, il faut pouvoir être formé aux bonnes pratiques piscicoles pour la matière. Et donc, nous effectuons ce travail-là au quotidien auprès des producteurs parce que sans encadrement, sans accompagnement en termes de renforcement de capacité au quotidien, il y a des risques que l'investissement qui est fait, il y a des risques que malgré le bon aliment, malgré la meilleure souche de poissons, on ne puisse pas assurer la production qui convienne. Vous avez été confronté à ce genre de cas, des gens qui arrivent, qui vous disent « je veux faire ma ferme piscicole à tel endroit ». Exactement. Et la plupart du temps, vous allez avoir des gens en face de vous qui ont même commencé leur aménagement, qui ont même bouclé leur aménagement et qui vous approchent pour dire que ça fait tel nombre de moyens que nous avons investis, mais véritablement, on n'arrive pas à s'en sortir. Au moment où vous arrivez, c'est beaucoup plus un rattrapage que vous allez faire. Donc, ce qu'on conseille, c'est que quand on a notre idée projet, quand on a son idée projet, c'est de s'approcher du spécialiste pour pouvoir commencer avec lui les premiers moments, choisir ensemble le site, faire l'aménagement, orienter pour pouvoir faire la sélection de l'espèce, de la souche qui convienne et que nous puissions vous accompagner dans la conduite de vos activités à travers notre appui conseil. Docteur, pensez-vous que la nouvelle méthode qui consisterait à spécifier les productions est la clé du succès de la pisciculture? Nous le pensons et nous souhaitons que cela se développe. En effet, dans l'élément, nous l'avons vu tout à l'heure, l'agent de l'ANADER a conseillé un certain nombre de temps en partant de la reproduction, du pré-grossissement et le grossissement. 3 phases pour 5 étangs. C'est ce qu'on a vulgarisé au démarrage. Mais on s'est rendu compte que finalement, l'opérateur, avec ce petit nombre de temps, n'arrive pas à vendre du poisson régulièrement. Et donc, il n'arrive pas aussi à vivre décemment, comme il le souhaiterait, de son activité. Par contre, si on le spécialisait dans l'une des phases, soit il est producteur d'alevins ou de juvéniles, c'est les fingerlings de 30 grammes par exemple, ou de poissons marchands sur l'un des maillons de la chaîne de production du poisson. Alors, la Côte d'Ivoire dispose de combien de centres de production d'alevins? Parce qu'on en a parlé dans le documentaire. Oui, au démarrage de l'activité en Côte d'Ivoire, une dizaine de sites de fermes d'État avaient été créés. Aujourd'hui, il faut dire franchement que c'est la majorité à fermer. Je pense que les fermes d'État, il y en a 2 ou 3 qui fonctionnent encore. Il y a le site de recherche
de Boaké, et un autre centre de recherche, le CRO, qui a également un site qui produit des alevins. Ce coup-ci, sur le terrain? Sur le terrain, le constat a été fait que laisser seulement au niveau de l'administration gérer la production des alevins, quand on est en situation de difficulté, l'activité peut être donc bloquée. Comme on l'a dit tout à l'heure, il faut aller à la spécialisation. Donc, de l'aquaculture, la pisciculture est un business. Il faut permettre à celui qui a investi son argent de pouvoir choisir un segment. Soit on fait la production d'alevins, soit on fait le grossissement de poissons, parce que faire toute la chaîne aujourd'hui, c'est avéré beaucoup plus fastidieux pour l'opérateur qui s'installe. Donc aujourd'hui, de plus en plus, les producteurs eux-mêmes sont en train d'acquérir les bonnes techniques de production d'alevins, ce qu'on appelle la production massive d'alevins de tilapia, pour pouvoir pallier un peu les difficultés au cas où les fermes que le docteur a citées n'étaient pas opérationnelles pour pouvoir fournir l'alevin de qualité. On l'a aperçu, ce producteur-là qui fait tout, ça doit être compliqué pour lui. Ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant. C'est le modèle qui a été vulgarisé jusque-là. Oui, mais aujourd'hui, quand tous les acteurs se mettent ensemble et se rendent compte qu'il faut qu'on passe à une autre étape. Donc aujourd'hui, une ferme, c'est soit une ferme de grossissement qui va aller chercher la bonne souche d'alevin sur une station de production d'alevin qui est bien identifiée, qui va donc faire de cette activité-là une activité unique, laquelle ferme de production d'alevin ira chercher les bonnes souches au niveau de la recherche pour qu'on ne puisse pas perdre la qualité des alevins à un moment donné, parce que gérer tout en termes de stock, c'est souvent pas facile au niveau des producteurs. Docteur, vous parlez même de 3 étapes. C'est le vœu, production des alevins, pré-grossissement et grossissement. Oui, tout à fait, tout à fait. Et je voudrais ajouter... Parce que c'est ce qui peut rentabiliser vraiment... C'est ce qui peut rendre efficace notre système de production. Voilà. Et il faut dire que nous avons commencé avec l'encadrement et les producteurs à aller dans ce sens-là. Dans le cadre d'un projet par Farsi, des pisciculteurs ont été identifiés. C'est une phase pilote. Ils sont 5 pour l'instant, disséminés un peu partout dans le pays. Ils ont été formés par nous. Et actuellement, ils ont commencé leur production d'alevins. Ce sont des pisciculteurs multiplicateurs, comme on les appelait, qui vont approvisionner les autres en alevins. Les multiplicateurs, il y a un certain nombre. Ce coup-ci, en Côte d'Ivoire, combien? Oui, aujourd'hui, au niveau des producteurs, il y en a 5, comme le docteur l'a dit. Mais on veut aller plus loin avec les producteurs, rapprocher les alevins le plus possible de celui qui va l'utiliser pour le grossissement. Voilà. Donc, avec eux, on est en train de réfléchir à avoir ce qu'on appelait des producteurs relais qui vont faire la phase de pré-grossissement avec les alevins qui quitteront la station chez le multiplicateur. Voilà. Vous avez parlé de business. Une autre clé du succès, c'est bien le financement. Mais à ce niveau, les pisciculteurs ne sont pas gâtés. Oui. Monsieur Kwasi, d'abord. Oui, c'est vraiment ça, une des contraintes qu'il faut lever pour pouvoir faire en sorte que la pisciculture en Côte d'Ivoire prenne son envol. Aujourd'hui, tous ceux avec qui nous travaillons avec leurs propres moyens, et ce n'est pas toujours facile de soutenir dans le temps. Mais qu'est-ce que les banques reprochent à ces producteurs? Je pense que lorsque, à un moment donné, les banques ont été approchées, ils ont indiqué qu'ils n'avaient pas assez d'éléments d'appréciation sur le secteur, n'est-ce pas? Et ça découlait du fait que le secteur n'était pas suffisamment organisé pour pouvoir générer ces éléments à fournir justement aux financiers pour qu'ils puissent apprécier, parce que ce n'est pas des philanthropes, on le sait, ils ne vont pas donner leur argent gratuitement, il faut qu'ils entrent dans leurs fonds. Depuis 2010, je pense que les pisciculteurs, les producteurs ont commencé à s'organiser. Il y a une structure assez structurée, l'ANAQUASI, qui existe maintenant et qui devrait permettre de servir d'interface. Aller vers ces gens-là, vers les financiers, vers les banques,
pour créer l'environnement, pour qu'un mécanisme de financement de l'aquaculture puisse être mis en place. Monsieur Kwasi, docteur a parlé d'éléments d'appréciation. Pourtant, on peut évaluer le revenu à partir du type d'investissement qu'on veut réaliser. Bien entendu. Il est important quand on décide de se lancer dans la pisciculture, qu'on veut créer une ferme piscicole, de pouvoir suivre une certaine démarche pour réduire les risques à travers l'investissement qu'on va réaliser. Vous avez l'idée projet de pouvoir créer, vous investir dans la pisciculture. Il faut s'approcher des techniciens que nous sommes pour qu'ensemble on puisse faire l'évaluation de votre projet. Ça partirait par identifier le site approprié, faire, si c'est en étant le site que c'est dans les temps qu'on doit pouvoir faire la pisciculture, qu'on regarde ensemble pour pouvoir vous monter votre plan d'aménagement et évaluer exactement combien ça va pouvoir vous coûter jusqu'à ce que vous entrez en production. Parce qu'en plus, vous savez, à la base, si vous voulez avoir 200 000 francs ou 500 000 francs de retombées, c'est ce qui agit sur l'investissement. Exact. Ce que vous allez décider à obtenir à la fin du mois ou à la fin de l'année, on va faire tous les calculs pour vous dire que vous devez investir donc tel montant. Auquel cas, si vous vous aventurez, il y a beaucoup de chances de ne pas pouvoir atteindre cet objectif que vous êtes fixé. Vous aviez parlé de risques tantôt, parce que des personnes se sont essayées. Après certainement 3 ans de production, elles ont dû céder au découragement. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il y a la qualité des intrants. C'est les alevins qu'il faut pour qu'on puisse faire la production. Si celui qui a fait son investissement, qui a l'alevin de qualité, qui a l'aliment, n'a pas cet encadrement pour pouvoir avoir toujours les bonnes pratiques piscicoles, comme on l'appelle, il y a de fortes raisons qu'il ne puisse pas arriver au bout. Mais on a dit il y a un déficit. Ne pas arriver au bout suppose quoi? Les poissons meurent ou bien toutes les installations sont détruites? Il peut arriver, pas que les poissons meurent, mais... ou bien la production de poissons ne va pas... pas de qualité? La qualité qu'on recherche pour pouvoir mettre sur le marché, on aura du mal à l'atteindre. Aujourd'hui, vous voyez, selon le marché, nous devons faire des offres spécifiques. Offrir du poisson en milieu rural, ce n'est pas les mêmes tailles, ce n'est pas les mêmes exigences que offrir du marché dans les grandes agglomérations. Et donc, celui qui doit produire du poisson de 450-500 grammes, il y a des techniques quand même qu'il doit pouvoir maîtriser pour se donner toutes ses chances de réussite. Quand on est en milieu rural où on devait pouvoir offrir des poissons de 250 à 300 grammes, les exigences ne sont pas pareilles. Alors, docteur, pour le cas précis de cette grosse structure qui a fermé, nous disposons d'assez d'éléments pour accompagner les producteurs. Mais la pisciculture est une activité très technique. Et il faut non seulement être bien formé, mais il y a un devoir de suivi quand on met assez d'argent, beaucoup d'argent dans une activité. Je pense qu'il y a un contrôle qui est important à différents niveaux pour assurer le résultat au bout de la chaîne, n'est-ce pas? Et dans le cas de la structure de bactéries qui a créé une forte mortalité, ça gênait un peu leur progression. On peut citer un autre exemple, encore récent, on ne citera pas de nom peut-être, mais c'est une autre structure qui nous a fait rêver, nous tous, acteurs de cette filière, parce que c'est une technologie étrangère, une technologie venant de l'extérieur très sophistiquée qui a été installée au pays, sur notre territoire et qui produisait du poisson. C'était intéressant, mais aujourd'hui, cette structure a des difficultés parce que son poisson produit semble être beaucoup cher par rapport au niveau de vie des Ivoiriens. Ces dernières années, les choses s'améliorent et je pense que la transmission va s'améliorer. La transmission des résultats, l'application sur le terrain est en train vraiment de trouver solution maintenant. Dans l'état actuel du marché, il ne se pose pas de problème de déboucher en milieu urbain. L'offre est encore faible et en deçà de la demande. Dans certaines zones en milieu rural où la production est en croissance,
L'étroitesse du marché se ressent de plus en plus, faisant de la desserte des marchés urbains une exigence au développement de la pisciculture. De façon structurée, puisque l'élément de commercialisation et de transformation l'a dit, de façon structurée, existe-t-il un réseau de commercialisation du poisson produit par les fermes piscicoles? Nous sommes dans l'encadrement, mais nous sommes d'abord pisciculteurs. Ça, peut-être qu'on ne l'a pas précisé, nous sommes d'abord pisciculteurs, donc nous savons que quand ils n'ont pas de poissons d'élevage, ils se tournent vers les autres poissons, c'est par défaut. Voilà, c'est par défaut. Partout, nos producteurs ont sorti du poisson. Ça a été le premier choix pour les consommateurs. Les poissons d'élevage. Les poissons d'élevage, ça a été toujours le premier choix. Que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain, ça a été toujours le premier choix. La meilleure manière que nous voulons présenter et qui se fait de plus en plus, c'est de pouvoir livrer le poisson frais. Voilà, dans des viviers, que celui qui a besoin du poisson puisse aller dans un vivier pour récupérer le poisson frais. Quand on n'est pas dans cette situation, c'est le frais mort pour qu'on puisse déplacer de la ferme jusque chez le consommateur. Et aujourd'hui, de plus en plus, les pisciculteurs livrent à domicile plus qu'aller sur la place du marché pour présenter leurs poissons en attendant un éventuel acheteur. Docteur, c'est vrai qu'il n'existe pas de circuit classique comme le poisson de pêche. Les pisciculteurs, généralement, arrivent à vendre leurs poissons là où ils sont installés. Il y a des dames, des marieuses, les consommateurs se déplacent même. Ils se déplacent pour venir acheter. Certaines dames viennent acheter pour
acheminer sur Abidjan, les grandes agglomérations, pour vendre ce poisson-là. Donc, il ne souffre pas vraiment de ce problème-là. Mais vous l'avez dit, le marché, disons la production, l'offre nationale est encore très faible. Ça va se développer et il faut qu'on pense véritablement à ce circuit de commercialisation pour assurer la chaîne. Monsieur Kwasi, la commercialisation de tilapia fait recette? La commercialisation du tilapia fait recette. Nous avons vu des exemples ailleurs, mais oui. Même au plan local, comme j'ai dit, tous ceux qui ont produit du poisson, qui ont mis sur le marché, ont toujours une marge qui leur permet de pouvoir vivre de leur activité. Ce que nous mangeons comme poisson actuellement, à plus que 80%, c'est du poisson d'élevage. Est-ce parce que c'est pas parce que les consommateurs n'ont pas le choix? Comme j'ai dit tout à l'heure que ça? Ils ont le choix. Qu'est-ce qui fait que ces poissons ont parfois des odeurs? Il doit y avoir une explication. Ça arrive, nous l'avons vérifié dans le milieu. Oui. C'est le milieu de culture. Et c'est pour ça que la formation est très importante. C'est dans le milieu de culture. Le milieu de culture, expliquez-nous. Concrètement, le poisson, il vit dans l'eau, comme on le dit. Le poisson s'élève dans l'eau. Oui. On doit pouvoir obtenir une certaine qualité d'eau quand on est en élevage. Le poisson qui est élevé dans l'étang ou dans la structure va se charger. L'étang va se charger à un moment donné, va prendre une coloration qui n'est pas la couleur de base de l'eau, parce qu'on y met de l'aliment, parce qu'on y entre pour pouvoir travailler. Et donc, quand l'eau est suffisamment chargée, pour ceux qui ont déjà vu un étang, vous allez voir que la couleur de l'eau va tirer davantage sur le vert. Oui, si vous laissez donc longtemps le poisson dans cette eau, surtout quand on est proche de la période de vente, oui, les poissons vont donc prendre suffisamment les algues qui sont dans cette eau-là et ça peut imprégner la chair et donc affecter la qualité de l'eau. Quand vous avez un aliment qui n'est pas adapté, oui, cet aliment-là peut affecter dans son utilisation dans la durée, peut affecter la qualité de la chair qui est produite. Donc voilà ces deux éléments, mais nous pensons que c'est possible, il y a des techniques pour pouvoir contourner ça. Oui, évidemment. Oui. Docteur. Oui, il faut ajouter à cela, c'est toujours la technicité, la méthode de pêche. Lorsque l'opérateur n'a pas géré son étang comme il faut pendant un certain temps et qu'il a accumulé de la vase, à cette pêche-là, le poisson qui est mélangé à cette vase-là peut ressortir avec ce goût-là. Mais je voulais dire que ce n'est pas spécifique aux poissons d'élevage. Même ce qui sort des lacs aussi, ce poisson-là peut avoir le même problème si le pêcheur, les opérateurs du moment agissent de la même manière. Parce que l'eau chargée d'algues ou de boue se retrouve également dans ces milieux-là, fleuves comme lacs, surtout en saison sèche où les volumes d'eau sont réduits et que ces organismes-là se développent davantage dans ces milieux-là. Alors finalement, sur le terrain, qu'est-ce qui motive le choix du consommateur? Selon que nous sommes au village, au milieu rural ou ici dans les grandes agglomérations, notre préférence, c'est d'abord la taille. Seulement, nos bourses ne sont pas pareilles. Et donc, en ville, les uns et les autres, avec un peu de moyens, peuvent se permettre de payer 1 kilo de poisson dans lequel il y a 2 pièces. Mais en milieu rural, il est beaucoup plus... le choix va se porter sur le kilo où on peut trouver davantage de pièces de poisson. Voilà. Sinon, qu'on soit dans un ou l'autre milieu, la préférence est d'abord les bonnes pièces. Alors pour la grande majorité des consommateurs, le poisson de pisciculture et celui de pêche sont parfaitement substituables. Le marché est globalement concurrentiel. Les pisciculteurs doivent donc rechercher l'efficience des systèmes de production afin de produire du poisson bon marché. Et nous allons passer à la rubrique Instant nutritionnel. Le poisson fait partie de tout ce qui est protéines animales. Sous toutes ses formes, le poisson, il est bon. Voilà. Que tu sois hypertendu, que tu sois diabétique, que tu sois sain
ou bien que tu aies une certaine, vous voulez valoriser, ou bien manger plus et vivre longtemps, il faut consommer dans la semaine plus de poissons. Il y a une île qu'on appelle Okiwana, au Japon. Leur consommation en matière de protéines, c'est spécialement du poisson. Et ce peuple vit plus longtemps, plus de 100 ans. Donc, vous pouvez consommer le poisson sous toutes ses formes. Poisson braisé, poisson frit, poisson en soupe, poisson poché, poisson en papillote, biogosseux, en brochette, tout ce que vous voulez, avec des légumes, avec de la tchéké, avec des ignames bouillis, avec de la patate douce bouillie, avec du taro bouilli. Le poisson s'apprête à tous les mets et il est très bien sur le plan nutritionnel. Il n'y a pas d'interdit. Nous allons passer aux questions des internautes. Messieurs les chercheurs, le poisson d'élevage n'a pas un bon goût. Ils disent, je vais dire ce qu'il a dit, ça sent la terre. Je pense qu'on vient d'en parler. Hein. Oui, mais rassurez ce monsieur. J'ai dit que c'est les internautes. Ce n'est pas vraiment le poisson d'élevage. Voilà. C'est quand ça arrive, ce n'est pas systématique aussi que ce soit tous les poissons d'élevage qui sentent la vase. Le poisson pêché dans le lac peut sentir la vase. Le poisson venant de l'aquaculture également. Mais c'est lorsque il y a eu des erreurs de manipulation que ça peut arriver. La Côte d'Ivoire regorge de rivières, de lacs, de fleuves. Depuis l'indépendance, l'élevage de poissons ne trouve pas de solution. Pourquoi? La pisciculture n'est pas une activité traditionnelle des Africains ni des Ivoiriens. De temps en temps, oui, il y avait des pêcheurs, les lagunaires et tous les peuples riverains de nos lacs et fleuves pêchent. Mais souvent aussi, c'était la pêche de subsistance, juste pour la consommation. Mais la pisciculture, on l'a dit, ce n'est pas d'une longue tradition, comme l'agriculture en Côte d'Ivoire. D'où ça s'apprend, ça vient, il faut qu'on soit patient. Il y a eu des difficultés, nous nous sommes trompés quelquefois dans les orientations, on se rattrape et le développement de l'aquaculture, nous sommes là pour que ça soit assuré. Les contraintes sont nombreuses dans le milieu, mais aujourd'hui, tous les acteurs sont unanimes qu'il faut travailler ensemble pour pouvoir lever les contraintes. Nous, à l'ANADER, nous avons saisi notre part qui est de pouvoir nous structurer davantage pour accompagner les producteurs dans la conduite de leurs activités à travers l'encadrement, à travers l'appui conseil que nous leur apportons. L'empoisonnement se fait le plus souvent avec les tilapias ou carpes et les autres espèces. On peut peut-être parler du capitaine, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est vrai que c'est le tilapia principalement, mais il faut dire quand même qu'il y a d'autres espèces qui sont élevées, hein, les silures. Il y a 2 espèces de silures. Il y a l'hétérotis qu'on appelle aussi Cameroun, un poisson avec de grosses écailles là. Et puis, bon, voilà. Maintenant, le capitaine, on l'a dit d'entrée de jeu, la recherche travaille sur la diversification des espèces d'élevage. On a identifié des espèces qui intéressent les producteurs et les consommateurs. C'est le cas du capitaine, ce sont les crevettes d'eau douce. Nous travaillons là-dessus pour mettre au point des itinéraires techniques pour que ça puisse entrer dans la liste, sur la liste des poissons élevés en pisciculture en Côte d'Ivoire. Ce cas-ci, le Nigeria produit beaucoup de silures, nous beaucoup de carpes. Je pense que... Est-ce qu'il y a des possibilités d'échange? C'est ce que nous souhaitons. C'est ce que nous souhaitons. On a toujours estimé qu'il ne faut pas se focaliser sur une seule espèce. La recherche travaille à trouver dans le milieu les meilleures espèces possibles qu'on peut élever. Aujourd'hui, nous travaillons essentiellement en ce qui concerne la production sur le tilapia, mais on travaille également sur les silures. On gagnerait à creuser davantage parce que vu les volumes que nous devons pouvoir assurer au niveau de la production, se focaliser sur une seule espèce, alors que certainement on pourrait faire de bons résultats ailleurs, c'est nous-mêmes nous fermer. Voilà, donc on est avec les producteurs, je pense que les producteurs sont ouverts. Si demain on vient leur dire qu'il y a telle espèce qu'on peut élever, les producteurs n'hésitent pas. Voilà, c'est une activité, ils se sont investis, et les gens sont prêts à travailler dans ce sens et nous accompagnons avec les techniques que la recherche met à disposition pour pouvoir faire l'encadrement. Docteur? Dans le cas particulier du silure, il faut indiquer qu'il n'y a pas de problème de maîtrise de la technique d'élevage en Côte d'Ivoire. Il y a un itinéraire qui existe et qui est maîtrisé. Cependant, ce poisson
à son développement s'est heurté à des tabous en Côte d'Ivoire, où il y a des peuples qui ont ce poisson comme totem, qui ne consomment pas. Je pense que c'est dans notre ouest, l'ouest de la Côte d'Ivoire, où les populations aiment bien ce poisson-là. Et donc, le projet Bad-Ouest, en son temps, l'avait développé d'ailleurs là-bas. Mais ça a été un frein important pour cette espèce-là. De plus en plus, après même pas mal de passages au Nigeria par les producteurs, des visites, on se rend compte qu'il faut revoir cette situation et développer cette chaîne-là également ici, qui se vend bien d'ailleurs. Ce poisson se vend bien lorsqu'il est fumé. Et pour vous permettre de conclure, le CNRA travaille-t-il sur la question du changement climatique pour sauver la pisciculture en Côte d'Ivoire? Ce point a été chaudement recommandé au CNRA lorsque nous avons mené nos consultations avec les producteurs, les acteurs de la filière pour concocter notre prochaine génération de programmes qui démarre en 2016 jusqu'en 2019, qui dure 4 ans. Ça a été soulevé. Et les producteurs, les acteurs de la filière nous ont demandé de nous pencher là-dessus, puisque c'est un problème d'actualité. Les problèmes d'eau, la disponibilité de l'eau se posent, soit il y en a trop, soit il n'y en a pas assez. Et comment on fera pour faire de la pisciculture prochainement quand ces problèmes vont s'accentuer chez nous? D'où c'est inscrit dans notre programme de recherche de 5e génération. L'ANADER n'est pas directement impliqué dans les programmes, du moins pour l'instant. Vous l'avez dit, pensez-vous qu'avec cette approche, en plus des difficultés annoncées, les questions foncières, l'ambition de l'État peut être atteinte en 2020? Pris sous cet angle, on va tout de suite dire non. Il y a tellement de travail à faire qu'il faut permettre à ce que chacun joue son rôle là où les rôles ont été déjà prédéfinis. L'ANADER est dans le milieu pour assurer l'encadrement. Le producteur que nous encadrons aujourd'hui, il n'a pas toujours seulement une seule activité qu'il mène. Il est producteur café-cacao, il a un élevage de volailles, il a une pisciculture, il a 2 ou 3 étangs, il a une retenue. Et donc, s'il décide de faire du poisson, il faut bien qu'on puisse l'accompagner. Et donc, nous estimons à l'ANADER que nous devons pouvoir être associés à tous les programmes qui se déroulent à l'échelle de la nation pour que nous puissions apporter notre contribution pour réussir, parce que nous inscrivons tous dans cet objectif de pouvoir produire les 200 000 tonnes d'ici les années 2020. La pisciculture est une industrie au Ghana, on va le répéter. Plusieurs modèles de réussite comme le Vietnam pour le financement, le Nigeria pour la croissance de sa production, mais aussi l'Ouganda. Si la Côte d'Ivoire veut atteindre l'objectif de 200 000 tonnes en 2020, il faut améliorer l'environnement, permettre aux encadreurs d'apporter leur assistance, sortir de la pisciculture paysanne et tendre vers l'industrialisation. Merci, messieurs les experts. Nous recevions le docteur Cyril Ngouan-Kwasi, chercheur hydrobiologiste, zooplanctonologue, aquaculteur, chef de programme pêche et aquaculture continentale au Centre national de recherche agronomique CNRA, et M. Adou Kwasi, chef de la section production animale et halieutique à l'Agence nationale d'appui au développement rural ANADER. À lundi prochain pour la découverte du palmier à huile. Bonsoir.